Et on va aller plus loin sur ce sujet avec notre invité ce soir, Patrick Martin-Genier. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Spécialiste des questions européennes, auteur de ce livre « L'Europe a-t-elle un avenir ?» Avant de parler du fond, un mot de la forme. On n'a même pas de tête de liste La République En Marche qu'Emmanuel Macron lance déjà la campagne. Qu'est-ce que ça veut dire selon vous? C'est lui la tête de liste, la vraie tête de liste finalement? Dans les faits, ce sera lui, bien évidemment. Bien que le président de la République soit au-dessus des partis au terme de la Constitution, ça a toujours été le cas sous la Ve République, le vrai patron. Peut-être qu'un jour il y aura-t-il une patronne, c'est à l'Élysée, et par conséquent c'est là où se décident les choses. Ce qui est un peu regrettable quand même, c'est qu'effectivement on met du temps à choisir la tête de liste pour cette élection, alors que les autres partis, et surtout beaucoup de partis anti-européens ont choisi la leur. Il est urgent que la République En Marche entre en campagne et désigne une tête de liste. Vous avez entendu comme moi Agnès Buzyn, il y a cette possibilité, on n'attend plus que le feu vert du président, paraît-il. On a évoqué Madame Buzyn, qui est un bon ministre de la Santé, et qui est une femme et qui peut porter les valeurs de l'Union européenne, qui, comme vous savez, sont très en danger aujourd'hui. On a Madame Nathalie Loiseau, ministre des Affaires européennes, qui est quelqu'un qui connaît bien ces dossiers. Par conséquent, que ce soit l'une ou l'autre, ou éventuellement une autre personne, on disait qu'une autre personne surprise pourrait venir. Je crois qu'il est urgent de le faire. Si ça peut être une femme, en effet, c'est très important. Parlons encore de la méthode. Très symbolique qu'Emmanuel Macron choisisse la rail hier soir. C'est un geste de réconciliation avec l'Italie. L'Europe ne se fera pas sans l'Italie, c'est ça que ça veut dire? Bien évidemment, après toutes les oppositions diplomatiques, les insultes qui ont fusé de l'autre côté des Alpes vis-à-vis de la France, et puis les incidents diplomatiques, le rappel de l'ambassadeur, qui était un geste très fort, exceptionnel, surtout venant d'un pays ami, fondateur de la communauté européenne, il était nécessaire, urgent de calmer le jeu, et donc par conséquent d'avoir effectivement un geste fort, symbolique, et cette interview donnée à la RAI Uno en fait partie, et il a voulu apaiser les tensions entre les deux pays. Il a d'ailleurs annoncé une visite du président de la République, M. Mattarella, en France au mois de mai. Est-ce qu'il a fait un discours politique ou est-ce qu'il s'est adressé aux Italiens? Parce qu'il a parlé, il a regretté que l'Europe n'ait pas été plus solidaire sur la question des migrants. Il s'est adressé aux millions d'Italiens qui ont voté populiste? Oui, bien sûr. Il s'est adressé aux Italiens, il s'est adressé aux Français, il s'est adressé à l'ensemble des pays européens. Car vous savez, il y a quelque chose de tout à fait inquiétant. On a beau vouloir apaiser les tensions, ce n'est pas avec M. Salvini qu'on va apaiser les tensions. Parce qu'il joue contre, effectivement, cette Europe. Il a créé un parti souverainiste. Il ne veut pas de cette Europe qui est celle de M. Macron. Et aujourd'hui, à en croire les sondages, il est à 35% des sondages. Il y avait des élections. Donc, il ne faut pas croire qu'il va calmer son discours. L'objet de cette interview du président de la République, c'était bien de s'adresser aux Italiens en disant « Je vous ai compris, l'Europe va essayer d'être plus solidaire, notamment sur la question migratoire qui fâche aujourd'hui en Europe. » Et peut-être de prendre de la hauteur aussi, de sortir de cette opposition binaire entre progressistes et populistes, une opposition qu'il avait lui-même créée d'ailleurs. Alors, il vaudrait mieux qu'il en sorte de cela? Je pense que c'est important. Toutefois, l'opposition progressiste et nationaliste, elle est là. Mais le risque, c'est de dire le seul progressiste, c'est moi. Il y en a d'autres. Dans la droite modérée, dans la gauche modérée, il y a bien sûr d'autres progressistes, d'autres personnes qui veulent une Europe intégrée, qui veulent une Europe politique, qui veulent le renforcement de l'Europe. Il n'y a pas qu'Emmanuel Macron. Il y a les sociodémocrates qui sont en perte de vitesse, malheureusement. Il y a également les démocrates chrétiens, la droite modérée. Donc, on va dire que les progressistes, ça rassemble au-delà d'Emmanuel Macron. Il souhaite jouer un rôle, mais le risque aujourd'hui, c'est effectivement une montée des partis populistes, nationalistes. Vous avez vu la montée du racisme un peu partout, de l'antisémitisme, et donc c'est grave ce qui se passe aujourd'hui en Europe. Et on voit que M. Salvini, eh bien, peut-être veut-il calmer le jeu également avec la France, mais il ne va pas renoncer à ses mots d'ordre politiques. Il a créé un parti souverainiste, il est allé en Pologne, c'est un ami de M. Orban, et on voit bien qu'il y a un axe qui se dessine pour aller contre l'Europe, voulu par Emmanuel Macron et d'autres dirigeants modérés. Que dire de cette tribune qui va paraître demain dans toute la presse régionale française et dans toute la presse européenne, traduite dans toutes les langues européennes, de la part d'Emmanuel Macron toujours? Oui, je crois que c'est quelque chose de bien, plutôt que faire des interviews où on peut s'adresser dans la presse. Ce n'est pas la première fois qu'un chef d'État français s'exprime dans la presse étrangère. Là où c'est inédit, c'est que c'est l'ensemble des 27 autres pays de l'Union européenne. Donc il s'adresse à l'ensemble des populations, à l'ensemble des électeurs, en disant effectivement, il y a là un vrai risque politique, il y a des enjeux politiques sur l'Europe, et comme vous dites, il faut essayer de dépasser cet aspect binaire entre progressistes et nationalistes, mais peut-être va-t-il faire des propositions, notamment en matière d'Europe de la défense, en matière d'Europe sociale, dans d'autres domaines. On voit que par exemple le budget agricole est en baisse, donc la France va se battre. Donc je pense qu'il va faire des propositions concrètes. Ce ne sera pas un remake du discours de la Sorbonne. J'allais y venir. Ce sera moins
à mon avis, ambitieux, mais plus concret, et il s'adresse effectivement à tous les électeurs européens, car c'est une élection européenne et pas uniquement nationale. Donc ça prend tout ce sens dans ce cadre-là. Alors effectivement, pour avoir une idée de la vision européenne d'Emmanuel Macron, il faut bien sûr se référer à ce discours majeur de la Sorbonne. C'était le 26 septembre 2017 et il appelait alors à un second souffle. Il prônait une plus grande coopération avec l'Allemagne. Je voudrais qu'on l'écoute et je vous fais réagir juste après. Je propose en premier lieu à l'Allemagne un partenariat nouveau. Nous ne serons pas d'accord sur tout, ou pas tout de suite, mais nous discuterons de tout. À ceux qui disent que la tâche est impossible, je réponds, vous vous êtes habitués à la résignation. Pas moi. À ceux qui disent que c'est trop dur, je dis, pensez à Robert Schuman, 5 ans après une guerre dont le sang séchait à peine. Sur tous les sujets que j'ai évoqués, nous pouvons donner une impulsion franco-allemande décisive et concrète. Et 1 an et demi plus tard, Patrick Martin-Genier, cette impulsion franco-allemande, elle a du plomb dans l'aile. Elle a un peu de plomb dans l'aile, en effet, parce qu'il y a une crise de la relation entre la France et l'Allemagne. Les deux pays sont affaiblis. Et plus vous êtes affaiblis sur le plan interne, plus ça vous affaiblit à l'extérieur, notamment au niveau européen. Emmanuel Macron a connu un affaiblissement. Ce discours de la Sorbonne, c'était uniquement 4 mois après son élection. Oui. Donc c'était un dirigeant qui était auréolé d'un succès extraordinaire. Il avait réussi à éviter la poussée du nationalisme. Et donc on plaçait tous les espoirs en Emmanuel Macron. Quant à Angela Merkel, vous avez vu qu'elle-même, 1 mois après ce discours, eh bien, elle était considérablement affaiblie. Avec l'entrée de l'extrême droite au Bundestag, plus de 90 députés, et donc elle est aujourd'hui très affaiblie, même si elle a décidé de rester chancelière, elle n'est plus présidente de son parti, et donc on a un couple qui est un peu bancal, mais malheureusement. Du coup, puisqu'Emmanuel Macron fondait tout là-dessus, il fondait tous ses espoirs européens sur ce duo, sur ce couple franco-allemand, qu'en reste-t-il aujourd'hui ? D'abord, il y a l'amitié franco-allemande, c'est important, il y a eu récemment un conseil des ministres franco-allemands, Angela Merkel est venue à Paris, et on sent qu'Emmanuel Macron essaie de pousser les feux de cette coopération franco-allemande, mais on voit bien que ça a ses limites. Par exemple, sur le budget de la zone euro, on voit bien que l'Allemagne était un peu réticente. Angela Merkel a donné une réponse polie. On voit bien qu'au sein même de sa coalition, certains n'en veulent pas. Sans compter le Premier ministre danois qui ne veut pas entendre parler de ce budget de la zone euro. Donc on voit bien que ça ne suffit pas, malgré ce traité de la Chapelle qui est intéressant et qui est là pour dire il faut continuer la coopération franco-allemande. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, elle est un peu en panne, en effet. La question qu'on se pose ce soir, c'est est-ce qu'Emmanuel Macron n'est pas fondamentalement très seul dans cette Europe ? Qui peut-il emmener avec lui pour créer, refonder cette Europe qu'il souhaite ? C'est la difficulté, car il avait une grande ambition, c'était bien parler de refondation de l'Europe. Et si aujourd'hui on veut refonder l'Europe, il faut réformer les traités. Il faut la rendre plus démocratique, plus transparente, plus efficace. On ne peut pas continuer à voter à l'unanimité sur la fiscalité, sur le social, sans quoi on n'avancera jamais, sur le parquet européen. Donc on voit bien qu'il y a des difficultés. Et aujourd'hui, malheureusement, si la France devait être une locomotive, on s'aperçoit qu'il y a très peu de wagons derrière pour suivre. La locomotive elle-même tousse un peu. Donc effectivement, on est dans une phase très difficile, mais il ne faut pas désespérer. Peut-être que les prochaines élections, précisément, permettront d'y voir un peu plus clair. Et on va rester sur cette note d'optimisme. Merci infiniment, Patrick Martin-Genier, d'avoir été notre invité. Je rappelle le titre de votre livre, « L'Europe a-t-elle un avenir ?» Oui, Sion vous croit ce soir. Merci.